Bon après-midi à tous. Donc, mon nom c'est Jessica Jacob et je suis spécialiste dans les entités accréditées. En fait, les entités qui souhaitent s'accréditer et en même temps celles qui sont déjà accréditées pour renforcer leurs capacités. Donc, je vais passer à cette question de l'accréditation. Donc, ça c'est, on va dire, la toute introduction de l'accréditation. Donc, quelles sont les entités qui peuvent s'accréditer au fond? Je vais rentrer dans le détail. Ça, c'est les trois premiers principes. Donc, premièrement, il faut être une entité qui ait un statut légal. Donc, il faut avoir sa personnalité légale. Et, par exemple, du style, on a eu des entités internationales qui ont des bureaux dans différents pays. Et on a des bureaux locaux d'une entité internationale qui souhaitent s'accréditer. Mais en fait, la personnalité légale de cette entité vient du siège. Donc la réponse dans ce cas sera non. C'est le siège qui devra s'accréditer et qu'après les autres bureaux ou les offices dans les différentes régions pourront participer via cette entité internationale. Si on va dire si c'est une nouvelle entité qui vient de se créer il y a 1 an ou 2 ans, a priori la réponse va être aussi non, parce qu'on va demander que cette entité prouve d'avoir de l'expérience de moins de 3 ans. Et parce que bien sûr, ça montre un peu la stabilité de l'entité, etc. Deuxièmement, il faut avoir tout un système, et je vais vous expliquer plus en détail, de politique, des procédures au sein de l'entité. Il y en a 3 critères principaux, et je vais détailler. Il y a toute la question fiduciaire, il y a la question il faut avoir un système de risques environnementaux et sociaux, et une politique de genre. Et après, comme je vous disais tout à l'heure, il faut avoir démontré de l'expérience, pas uniquement comme entité, mais en même temps avec des projets. Donc, on va demander dans les différentes sections de l'accréditation que l'entité nous démontre qu'ils ont déjà au moins 3 ans d'expérience et minimum 3 projets dans lesquels on a vu qu'ils ont de l'expérience en changement climatique, etc., qu'ils ont même des rapports d'évaluation et de suivi de ces projets. Donc, quelles sont les entités qui peuvent s'accréditer au Fonds vert pour le climat? Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de règle. On dit toute entité peut s'accréditer, mais je vais rentrer plus en détail parce qu'il y a quand même beaucoup de conditions pour s'accréditer. Mais en tout cas, on ne va pas pour l'instant vous dire, par exemple, les ONG non ou oui. A priori, c'est tout type de questions peut s'accréditer. Donc, je vous montrerai tout à l'heure, mais on a des ONG, on a des ministères, on a même des filiales des ministères, soit d'environnement, de finances. On a des institutions financières, on a des institutions dans les financières, des banques de développement, des banques privées, commerciales. Et donc on a toute une variété d'entités. Et ça vaut la peine parce que de vous faire une petite remarque là, parce qu'en fait dans le prochain conseil qui va être la mi-octobre, a priori on aura ce qui s'appelle la stratégie d'accréditation. Donc, en cas où que vous ne dites pas, mais on a entendu Jessica parler il y a 2 semaines, elle a dit que n'importe qui peut s'accréditer, très probablement ça peut changer. Donc, cette stratégie va peut-être nous dire, nous donner des lumières dans quel type d'entité sera priorité, peut-être même dans quelle région. Donc, sûrement, bon, l'Afrique c'est une priorité, mais ça peut être que, par exemple, on n'a pas tellement d'entités de l'Asie. Donc, ça peut être que le Conseil décide de prioriser les entités, par exemple, asiatiques ou des types différents. Donc, ils peuvent dire aussi, donc là, ne prenez pas ma parole tout de suite, je vous donne simplement des hypothèses qui pourraient se passer. Et ils pourraient, par exemple, dire aussi, on va privilégier les entités du secteur privé, parce qu'on n'en a pas tellement pour l'instant accrédité. Mais donc, je vous dis, attendez jusqu'à le prochain conseil d'administration, on verra ça. Et si c'est le cas qu'ils ne prennent pas une décision, parce que ça reportera pour décembre et on continuera à parler de cette accréditation, de cette stratégie d'accréditation. Donc on a 2 modalités. On a la modalité internationale et la modalité d'accès direct. Donc en fait, la modalité d'accès direct, c'est les entités nationales ou régionales qui doivent être nominées, comme mon collègue Eduardo a mentionné, par l'autorité nationale désignée. On a des entités régionales, par exemple, qui bien sûr peuvent avoir des opérations dans plusieurs pays. On demande au minimum une lettre de nomination par un des pays pour pouvoir s'accréditer. Et par exemple, le cas de la Commission de l'océan Indien, ils ont reçu 2 lettres de nomination. Et on les a dit de ne pas continuer parce qu'avec 2, c'est largement suffisant. Mais par contre, au niveau des projets, par exemple, s'ils vont implémenter, je vous ai expliqué ça plus en détail, s'ils vont implémenter un projet dans plusieurs pays de la région, là par contre, ils ont besoin d'une lettre de chacune des autorités nationales désignées dans chacun des pays où le projet va voir la lumière. Et ces entités donc directes, le grand avantage, c'est qu'on leur donne un appui préparatoire. Comme mon collègue Eduardo a mentionné, on a l'appui préparatoire pour les pays et les autorités nationales désignées. Et on a aussi de l'appui pour les entités d'accès direct dans national et régional.
Il faut mentionner que ces ressources de readiness ou d'appui doivent aussi être approuvées par l'autorité nationale désignée. On ne va pas donner de ressources sans une autorisation préalable du pays. Et donc ça, c'est un peu l'avantage de ces entités d'accès direct. Et après, les entités internationales, on a, vous allez voir, mais généralement, on a déjà des entités des Nations Unies, des banques internationales, des multilatérales, etc. Et en général, comment on fait la différence entre les entités régionales et internationales? C'est un peu la question légale, parce qu'en général, elles sont constituées comme entités internationales. Dans ce cas, ils n'ont pas besoin d'une lettre pour l'accréditation, mais à nouveau, ils auront besoin d'une lettre pour les projets, non, à chaque fois qu'ils vont implémenter un projet dans les pays. Petit détail toujours en lettres mineures, mais c'est bien à le mentionner, il y a des frais pour l'accréditation. Et par contre, ces frais ne peuvent pas être pris dans l'apport de support. Parce qu'en fait, c'est un moyen que le Conseil a mis en place pour que les entités qui souhaitent s'accréditer démontrent qu'ils sont sérieuses, que ça leur coûte un peu, on va dire. Ce qui est bien là, c'est qu'en fait, il y a des catégories différentes des frais d'accréditation. Donc, ça peut aller de 500 $ jusqu'à, je pense, 45 000 $ pour les entités internationales. Et ça va dépendre à quels différents critères l'entité va s'accréditer.